La première. La première. Bienvenue sur le forum Parano. Salut, c'est Adams. Retrouvez-moi pour votre émission Parano, toujours des sujets d'actualité, des sujets qui vous parlent, pour prendre la parole en direct. Karibu Atukufu. Du lundi au vendredi à 20h. Sur les ondes de Mayotte, la première. Mayotte. La première. Ta radio. Ta radio. Bonsoir à tous, bienvenue sur la première. C'est avec joie et plaisir que je vous retrouve ce soir autour de votre forum Parano. François Moissouli à la technique et moi sommes ravis de vous accompagner sur les ondes de la première. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast. La biodiversité du 101e département français, Mayotte, est en danger. En cause, le braconnage qui touche notamment les tortues pendant la ponte de leur œuf. Le 30 juin dernier, l'association Sea Shepherd lance une nouvelle opération coup de poing pour défendre ces espèces menacées et alerter l'opinion publique. Nous recevons ce soir dans notre émission Parano le président de l'association Les Naturalistes Environnement et Patrimoine de Mayotte, monsieur Michel Charpentier, sur le thème le braconnage des tortues à Mayotte que nous avons au téléphone. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Merci. Merci. En entendant de vous avoir au studio dans quelques instants, nous poursuivons l'émission et puis nous échangerons au fil du temps au téléphone. D'accord. Notre thème de ce soir concerne le braconnage des tortues à Mayotte. Pour en parler et répondre à vos questions, chères auditrices, chers auditeurs de la première, nous attendons vos réactions au 02 69 60 01 01 ou par SMS au 06 39 69 67 67. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Miezini watukufu wa imdungo la première nam karibu harmwal tangazo lanyu Parano. François Moissouli na wami rsumlindani hamwanzia za telefoni deini mwijo 02 69 60 01 01 au ndia za barua 06 39 69 67 67. Watukufu, leo ribenze rilahiki rimkaribise deunu raisi wa shama inihiro les naturalistes environnement et patrimoine de Mayotte ulawana na upatana na tongoza peo zini zifanyilo na Yamahatsa maurebanu Vabo, tompara mje mazatu hamwada kashashwanu monsieur Michel Charpentier. Avant de vous retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission, je vous propose tout simplement de partir en musique avec cet extrait de Mickey Dash et à tout de suite. La première. Jantiango mama ilere Mana mama oh mailera aussi jantiango mama ilere Mana mama oh wes mailera aussi jantiango mama Fulera langwe oh mailera aussi jantiango mama mailere Mana mama wo esi mailera lera aussi jantiango mama Fulera langwe oh mailera aussi jantiango mama mailere Mana wahirwa mahores mailera waire madua mukula o mailera Wahiro mahores mwailera waire makumbala dzinzano laho mwailera watwe mwailera
chiangoma mwailele Ozao Mwanabwe Maurezi Wakweli mama woko mwailera Mae mwana mama he Mae mwana mama he Mwana mama si janito waroho Mwana mama si janito waroho Mae mwana mama he Mae mwana mama he Mwana mama si janito waroho Mwana mama si janito waroho Haya basi Maua ya tu maua, maua ya tu maua, maua ya tu maua, maua ya tu maua. Maua ya tu maua, maua ya tu maua, maua ya tu maua, maua ya tu maua. Maua mailera, maua mailera, maua mailera, maua mailera. Oh maua, mana weni mawe. Oh maua, mana weni mawe. Maua mailera, maua mailera, maua mailera, maua mailera. Mana weni mawe, mana weni mawe, mana weni mawa, mana weni mawa. Maua mailera, maua mailera, maua mailera, maua mailera. Oh mawe, mana weni mawa. Oh mawe, mana weni mawa. Maua mailera, maua mailera, maua mailera, maua mailera. Mana weni mawa, mana weni mawa, mana weni mawa, mana weni mawa. Maua mailera, maua mailera, maua mailera, maua mailera. Oh mawe, oh mawe, oh mawa, oh mawa, oh mawe, oh mawe. Mickey Dash avec son extrait intitulé Maoua. Mayotte restera-t-elle encore longtemps un havre de biodiversité? Selon l'association Sea Shepherd, la faune et la flore de l'île sont en danger. Sa réserve marine, protégée de 68 380 km, à la biodiversité riche, serait à l'agonie, faute de moyens, de contrôle et de protection. Alerté l'organisme il y a quelques semaines. Pendant la nuit, lorsque les tortues viennent pondre leurs œufs sur la plage, les braconniers profitent de la vulnérabilité des animaux pour les tuer, laissant derrière eux des scènes sanglantes. Nous recevons ce soir, dans notre émission Parano, le président de l'association Les Naturalistes Environnement et Patrimoine de Mayotte, Monsieur Michel Charpentier, sur le thème le braconnage des tortues à Mayotte. Rebonsoir monsieur. Bonsoir. Pour en parler et répondre à vos questions, chères auditrices, chers auditeurs de la première, nous attendons vos réactions au 02 69 60 01 01 ou par SMS au 06 39 69 67 67. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Pour débuter cette émission, je vous propose tout simplement de faire une petite connaissance avec notre invité. Alors, Monsieur Charpentier, je vous laisse le soin de vous présenter, s'il vous plaît. Eh bien, je suis le président des naturalistes de Mayotte, une association qui a déjà maintenant 20 ans d'existence et ça fait 14 ou 15 ans que j'en suis le président. Voilà. Merci beaucoup. Quel est le constat que vous faites actuellement sur Mayotte? Concernant les tortues. Concernant le tortue, concernant la biodiversité, quel constat vous faites? D'accord. Eh bien, écoutez, sur la biodiversité en général, malheureusement, la situation est préoccupante parce que on constate qu'il y a une érosion forte de ce qu'on appelle la biodiversité, c'est-à-dire l'ensemble du monde vivant, que ce soit la déforestation, qui est quand même très forte dans certaines zones, y compris des forêts domaniales,
que ce soit ou des forêts publiques, que ce soit aussi dans les ressources marines. Hein. Il y a quand même pas mal de braconnage également au niveau de pêche illégale dans certains cas ou de collecte de coquillages interdits, etc. Et puis il y a une telle pression démographique à Mayotte qu'il est difficile d'arriver à protéger les ressources naturelles de l'île et à éviter qu'elles soient sans cesse grignotées par l'agriculture, par des constructions, etc. Donc il y a vraiment un souci à se faire parce que la principale richesse de l'île, c'est incontestablement sa richesse naturelle, ses ressources naturelles. Et ces ressources naturelles sont actuellement grignotées par, entre autres, les conséquences de l'explosion démographique. Pour ce qui concerne les tortues plus particulièrement, eh bien voilà précisément un exemple très concret d'une richesse naturelle de l'île dont on n'est pas sûr, si on continue comme ça se fait en ce moment, dont on n'est pas sûr de pouvoir conserver, que l'on n'est pas sûr de pouvoir conserver dans les années à venir. Parce que le braconnage est particulièrement efficace pour réduire la fréquentation des tortues. Actuellement, on estime qu'il y a d'une année sur l'autre entre 200 et 300 tortues braconnées. Et encore, ce sont des tortues qui ont été vérifiées, c'est-à-dire on a retrouvé les carapaces. Je ne parle pas évidemment de celles qui peuvent être directement rejetées en mer et qu'on ne peut pas comptabiliser, bien sûr. Mais sur un total de tortues pondeuses, bon, ça, on n'arrive pas à avoir des statistiques précises, mais c'est probablement supérieur à 2000 tortues par an. Et vous voyez qu'à ce rythme, on risque fort de dépeupler notre population de tortues si on n'arrive pas à mettre le haut là. Alors, vous venez de dire à l'instant que le braconnage s'avère très efficace à Mayotte. Qu'est-ce que cela induit? Que les braconniers sont mieux équipés ou que la plupart du temps, ils échappent plus ou moins à vos contrôles? Alors, bon, il faut reconnaître que lutter contre le braconnage n'est pas quelque chose de facile parce que ça se fait de nuit puisque les tortues pondent uniquement la nuit et sur des plages qui sont en principe désertes. Et on sait aussi qu'il y a beaucoup de plages à Mayotte qui peuvent être des plages de ponte. Près de la moitié des plages de Mayotte peuvent, à un moment ou à un autre dans l'année, accueillir des tortues qui viennent pondre. Donc, même s'il y a une surveillance d'une plage un jour, vous pensez bien qu'il y a au moins une soixantaine d'autres plages et il est impossible d'arriver à surveiller toutes les plages en même temps. Donc, celles qui sont plus surveillées sont celles sur lesquelles il y a traditionnellement plus de pontes. Mais c'est pas facile de surveiller les plages. Ce n'est pas facile non plus, y compris pour les forces de police comme la section départementale de l'Agence française pour la biodiversité. Ce n'est pas toujours très facile de faire leur travail parce que bon, ils sont parfois à plusieurs toute une nuit pour surveiller une plage. Bon, s'il y a un braconnier ce jour-là, tant mieux pour eux, parce qu'ils ne se seront pas déplacés pour rien, mais c'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours efficace à chaque fois. Alors, est-ce que les braconniers ont amélioré leur technique? Sans doute, ils s'adaptent d'une certaine façon. C'est-à-dire quand ils voient qu'ils sont particulièrement repérés sur telle plage, ils vont plutôt sur une autre qui leur semble moins repérée. Mais il faut bien reconnaître que le braconnage, ce n'est pas seulement
comme on l'a parfois cru à une époque, une affaire de pauvres qui, souvent des immigrés, qui auraient absolument besoin de ça pour vivre. Hein. La majorité de la viande de tortue, elle est revendue. Hein. Elle est revendue avec un bénéfice certain. Hein. Donc c'est pas des gens qui font ça pour se nourrir parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 3 jours. Hein. C'est un business. Il y a quelques semaines, vous vous souvenez sans doute, lorsqu'il y a eu une équipe de braconniers qui a été arrêtée du côté de Bandrélé. Bon, ils avaient embarqué une tortue dans une Duster. Vous voyez, c'est pas non plus des immigrés. Des immigrés bas de gamme qui n'auraient rien d'autre pour se nourrir que de s'en prendre à une pauvre tortue. Hein. C'est des gens qui font du commerce avec cela. Et ça m'amène d'ailleurs à dire quelque chose qui est tout à fait important. Et il faut que la population mahoraise soit bien consciente de ça. C'est que les consommateurs, ce sont les gens qui font vivre les braconniers. D'accord. S'il n'y avait pas de consommateurs de viande de tortue, il n'y aurait pas de braconniers. Hein. Il faut savoir aussi que un consommateur de viande de tortue est tout aussi coupable aux yeux de la loi qu'un braconnier qui a tué une tortue. Hein. C'est-à-dire des peines qui peuvent aller jusqu'à 150 000 € d'amende et 2 ans de prison. Hein. Le dernier qui a été jugé, qui était un braconnier qui n'était pas le plus, le chef de l'expédition, il a quand même pris 1 an de prison ferme. Hein. Donc, il est clair aussi que la justice a vraiment décidé de faire respecter la loi et on s'en félicite totalement. Et il faut donc que tout le monde soit averti. Hein. Il n'y a pas que les braconniers qui sont fautifs dans le braconnage, il y a tous ceux qui achètent la viande qui est revendue par les braconniers. Devons-nous comprendre que c'est un véritable réseau qui s'est construit au fil des années ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un véritable réseau qui s'est construit dans les années ? Je crois que, bon, personnellement, je ne suis pas le mieux informé pour ça, mais je crois en effet que ça tend à s'organiser en réseau et on me dit souvent que sur telle plage, ce ne sont pas nécessairement des braconniers qui viennent du village, mais des gens qui viennent de plus loin, d'une autre partie de l'île. C'est-à-dire, vous pouvez expliquer un peu plus ça ? Pardon ? Vous pouvez apporter un peu plus d'explications ? J'ai mal compris votre question. Enfin, quand vous dites que c'est des gens qui viennent des villages et non des gens lambda, qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est une bande bien organisée ? Je veux dire par là que, par exemple, je parlais de l'opération de Bandrélé récemment. Si des braconniers sont pris à Bandrélé, c'est pas nécessairement des gens de Bandrélé. Tout à fait. Hein. Ça peut être des gens du nord ou du sud, d'une autre partie de l'île. Hein. Et du coup, cette bande organisée a tous les moyens pour pouvoir pister les tortues ? Alors, tous les moyens, a des moyens, disons. Hein. Bon, ils sont suffisamment observateurs pour être là au bon moment quand il y a des possibilités de ponte. Hein. Ils connaissent les horaires de marée et ils savent qu'il y a plus de chances à telle heure de pouvoir avoir des tortues sur la plage. Et puis ensuite, c'est pas très compliqué pour eux. Hein. Ils ont le chombo et il suffit d'être à au moins 2 ou 3 personnes et ils retournent la tortue, ils la tuent, ils la découpent. Hein. Sachant qu'ensuite, ce qu'on dit classiquement, c'est que dans une tortue qui pèse en général entre 100 et 120 kilos, il y a environ 50 kilos de viande. Hein.
Et justement, le braconnier qui a été pris dernièrement et qui a été jugé il y a quelques semaines, ils avaient tué 2 tortues et il y avait 107 kilos de viande, c'est-à-dire un peu plus d'une 50aine de kilos par tortue. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse ces braconniers à aller toujours au-delà de leurs actions? Excusez-moi, j'ai mal compris. Qu'est-ce qui pousse au jour d'aujourd'hui ces braconniers à aller toujours au-delà de leurs actions? Ce qui les pousse, c'est l'attrait de la rémunération. Hein. Ils savent que en vendant de la viande de tortue à au minimum 20 € le kilo, parfois 25 ou 30 € le kilo, imaginez 50 kilos de viande à 30 € le kilo, ça vous fait une belle somme. 1500 €. Hein. C'est un bon capital, même s'il faut se le partager en 3. Hein. Donc c'est ça qui les pousse. Hein. C'est pas la haine des tortues, c'est l'appât du gain. C'est l'appât du gain, tout à fait. Hein. Au niveau des consommateurs, ceux qui sont amenés à inciter ces braconniers à faire cette démarche, ceux qui sont amenés à consommer cette viande, qu'est-ce qui les incite à pouvoir acheter cette viande? Qu'est-ce qui les attire à travers cette viande? Au niveau des consommateurs? Oui. D'une part, on me dit souvent, il y a des traditions. D'accord, mais les traditions, elles ne sont pas toujours forcément excellentes. Hein. Il y a des traditions qui ne sont pas très bonnes. Et celle-là, surtout quand il y a une forte proportion de population, comme c'est le cas actuellement, s'il y a un grand nombre de consommateurs de viande de tortue, c'est sûr que la population de tortues va se diminuer, se réduire. Prenez un exemple comparable. Le dugong, qui était, il y a encore un siècle, paraît-il, qui était fréquent dans le lagon, puisqu'on parlait, paraît-il à l'époque, de largement plus d'une centaine, voire de plusieurs centaines de dugongs dans le lagon. Eh bien, le dugong a été pêché et surpêché dans le lagon. Bon, c'est un animal qui est tout aussi inoffensif que la tortue. Et malheureusement, il a presque disparu. On dit qu'il en reste moins d'une dizaine. Hein. Voilà le résultat. C'est-à-dire que pendant quelques années, on a pu... il y a des gens qui ont profité du dugong et qui en ont mangé plus que de raison. Et maintenant, le résultat des courses, c'est qu'il n'y a plus de dugong. Et que les pêcheurs, ils sont obligés d'aller vers les bancs de la Zélée ou du geyser pour trouver du poisson. Donc, pour la tortue, c'est un peu la même chose. Si on continue à prédater, comme on dit, la tortue à Mayotte, eh bien, il finira par ne plus y en avoir. Les consommateurs n'en auront plus non plus. Et puis, surtout, un des attraits principaux de l'île, c'est-à-dire le fait d'avoir des animaux emblématiques comme les tortues, que l'on peut voir pondre, que l'on peut voir nager à Ngouja ou ailleurs, eh bien, les touristes auront un petit peu moins d'intérêt à venir à Mayotte parce qu'il n'y aura pas grand-chose à voir. Hein. Actuellement, ce qui intéresse aussi les gens, l'un des facteurs touristiques les plus importants, c'est l'attrait de la nature et de certaines espèces qui sont particulièrement intéressantes pour des touristes. Une tortue vivante, ça rapporte plus qu'une tortue morte en termes de développement touristique. Quelle action on peut mettre en avant pour pouvoir protéger ces tortues marines, mais aussi pour protéger notamment les dernières espèces de dugong restant sur le lagon de Mayotte? Oui, c'est une bonne question. Bon, là, pour les tortues en particulier, la première des questions, c'est d'essayer de limiter le braconnage et bientôt, je l'espère, de le rendre complètement caduc
en multipliant les surveillances de plage. Bon, nous, c'est ce que nous allons faire. D'autres associations le font aussi. Hein. Et puis, bien sûr, la Brigade Nature, dont c'est la principale fonction, le fait régulièrement et discrètement. Mais renforcer la surveillance, renforcer aussi la sensibilisation de la population, en particulier à l'égard des consommateurs éventuels, hein, pour bien leur mettre en tête que, eh bien, ma foi, s'ils veulent continuer à manger de la tortue, ils font le jeu des braconniers et ils font le jeu de la disparition d'une des principales richesses naturelles de Mayotte. Hein. Et en dehors de cela, pour la tortue comme pour le dugong, ce qu'il faut pour essayer de les protéger à Mayotte, c'est principalement aussi de leur protéger leur habitat. Mhm. Leur habitat, c'est-à-dire entre autres leurs ressources alimentaires. Les ressources alimentaires aussi bien du dugong que de la tortue, ce sont des herbes marines qui poussent dans l'eau sur les platiers. Et il est clair que si les herbiers marins viennent à disparaître pour des raisons qui peuvent être très variées, de l'envasement, des travaux d'aménagement, etc. Si les herbiers disparaissent, la nourriture pour les tortues disparaît, et donc les tortues, elles ont quand même, elles sont ici parce qu'elles peuvent aussi se nourrir. Hein. Donc cela est important, et tout particulièrement pour les dugongs, dont l'espèce est vraiment extrêmement réduite maintenant à Mayotte. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. 20h39 sur les ondes de la première. N'y a-t-il pas une possibilité de pouvoir, pourquoi pas, créer une réserve naturelle qui amènerait à protéger l'ensemble de ces espèces, notamment le dugong et pourquoi pas la tortue marine de Mayotte? Oui, c'est une bonne idée, mais vous savez, on ne peut pas tout mettre en réserve. Hein. Il faut essayer de faire un peu la part entre la nécessité de préserver les ressources naturelles de Mayotte et puis de pouvoir accueillir toute la population qu'il y a actuellement à Mayotte et lui permettre de se développer. Mais c'est un équilibre qui est difficile à réaliser. Parce que si on s'occupe trop des questions de développement sans prendre en compte l'impact sur l'environnement, on risque de tuer la principale richesse qui est justement les ressources naturelles. À l'inverse, si on ne voit que la protection des espèces sans s'occuper du tout de l'avenir des gens, on risque d'être complètement en dehors des préoccupations de la société. Hein. On a vu ça il n'y a pas si longtemps avec l'histoire en métropole, l'histoire des Gilets jaunes qui réagissaient contre la suppression de la taxe carbone, alors que je m'excuse de le dire pour ceux qui ne seraient pas d'accord avec moi, mais la taxe carbone, c'était quand même quelque chose qui était utile pour essayer de réduire la consommation d'énergie fossile, hein, qui est en plus la plus polluante. Hein. Mais sans doute que ça avait été mal présenté, et c'est pour ça que je dis que c'est toujours un équilibre assez délicat entre la protection de l'environnement et assurer le bien-être des citoyens sur le territoire. Donc, en ce qui concerne les réserves naturelles, pour l'instant, il n'y en a qu'une à Mayotte, toute petite, c'est l'îlot Bouzy, qui ne fait que 80 hectares de superficie, hectares terrestres. Il y en aura une autre bientôt, normalement, qui va être la grande réserve naturelle des forêts et des crêtes. Hein. Maintenant, au niveau du lagon, c'est beaucoup plus compliqué parce que
pour protéger des dugongs et des tortues, ça veut dire que, bien sûr, elles se baladent dans le lagon. Hein, elles, contrairement à la forêt, elles changent de place. Et donc, il faut être... c'est compliqué de pouvoir dire on va faire un parc naturel ou une réserve naturelle spécialement pour les tortues et puis les dugongs. Sans doute pourrait-on par contre augmenter le nombre et la superficie de certaines zones marines protégées. Hein. Mais il faut en même temps pouvoir laisser libre circulation aux pêcheurs, bien sûr, aux plaisanciers également. On ne peut pas tout mettre sous cloche. Hein. Moi, j'ai jamais revendiqué de transformer tout le lagon en réserve naturelle. Mais au moins une partie. Pardon ? Mais au moins une partie. Mais certaines parties mériteraient d'être protégées. Par exemple, la passe en S, elle est en principe d'ailleurs protégée. Ce qui fait, comme elle est protégée, il y a, et puis qu'elle a en plus des conditions naturelles très favorables, il y a un développement important de ressources de pêche, de ressources halieutiques dans cette partie de la passe en S. Mais certains pêcheurs le savent et viennent braconner dans la passe en S la nuit et même le jour, hein, y compris avec des fusils sous-marins qui sont strictement interdits dans le lagon. Hein, et dans des conditions où ils chassent tout ce qu'ils trouvent, depuis les gros, les moyens, les petits, et c'est une véritable razzia de tout ce qu'il y a d'intéressant dans ces régions qui sont riches en poissons. Donc des zones comme ça mériteraient d'être davantage protégées. Pour qu'elles soient davantage protégées, il faudrait qu'il y ait une gestion qui soit plus importante que ce qui existe actuellement, parce que pour l'instant, c'est géré par le parc marin qui le gère du mieux possible, mais les ressources du parc marin ne lui permettent pas de pouvoir avoir autant de personnel qu'il le souhaiterait pour pouvoir être présent sur la passe en S. Et pourquoi donc sur d'autres parties du lagon. Et pourquoi donc ? Pourquoi donc ? Parce que, si vous voulez, sur la passe en S, il faudrait pratiquement un bateau en permanence dans la passe en S, tous les jours. Hein. Il y a comme ça qu'on arriverait à pouvoir finir par dégoûter les pêcheurs clandestins qui viennent braconner dans la passe en S. Hein. Or, le parc marin à la passe en S sont surveillés, mais il a les 1500 km² du lagon et même l'ensemble de la zone économique exclusive. Donc ils ne peuvent pas être partout à la fois. Ça, il faut le reconnaître. C'est la même chose pour la brigade nature, la section départementale de l'Agence française pour la biodiversité, qui elle a les 374 km² de l'île à surveiller, à protéger, les quelques 100, je ne sais plus combien de plages à surveiller sur le braconnage des tortues. Ils ne peuvent pas être partout à la fois, c'est évident. Alors il est clair aussi qu'il manque vraiment du personnel, ça je tiens à le redire avec force et en appui d'ailleurs de tous ceux qui le réclament, que ce soit les associations, que ce soit l'Agence française de la biodiversité. Il faut davantage de personnel au niveau de la protection de la nature et notamment pour faire respecter le code de l'environnement et les lois de protection au niveau du lagon et de la grande terre en général. N'y a-t-il pas moyen, concernant ce que vous venez de dire à l'instant, ce besoin d'étendre un peu plus les contrôles, pourquoi pas de créer des emplois dans ce domaine ? On sait que Mayotte a des difficultés justement à
trouver ou à développer des emplois. Connaissant le taux de chômage à Mayotte, est-ce qu'on peut pas créer des emplois dans ce domaine, former des jeunes dans ce domaine, pourquoi pas, pour que ces jeunes-là viennent occuper ces postes manquants? Ce que vous dites, j'en suis totalement persuadé. Je pense que la protection de l'environnement va être créatrice d'emplois. Elle commence d'ailleurs à l'être. Je m'aperçois un petit peu en fréquentant des collectivités locales, communes ou communautés de communes, qu'ici ou là, on crée un poste de chargé de mission environnement, on crée 2, 3, 4 polices de la nature dans telle collectivité. On recherche des emplois aidés. C'est ce qu'on faisait ces dernières années et qui est plus difficile à pouvoir concrétiser maintenant. Mais je m'en aperçois au niveau des collectivités, ça commence à venir parce que les collectivités veulent pouvoir assurer, et ils font des investissements par exemple pour assurer un certain développement touristique sur des sentiers de randonnée ou sur la fréquentation des plages, tout bêtement. Mais par exemple, il y a beaucoup de déchets, où il y a de l'insécurité, où il y a un certain nombre d'obstacles qui réfrènent un peu les touristes. Et ils sont conscients qu'il faut créer du personnel, des postes, pour pouvoir sécuriser, renforcer la propreté, sans doute aussi renforcer l'information et la sensibilisation des visiteurs. Mais je suis vraiment persuadé qu'il y a des emplois à créer dans ce domaine. Parce que ces emplois vont aussi favoriser le développement du tourisme. Tout le monde reconnaît, même ceux qui n'ont pas beaucoup étudié la question, que pour le développement du tourisme, il y a au moins 2 conditions qui seraient utiles et nécessaires. C'est la sécurité et la propreté. Quand on aura déjà réussi à régler ces problèmes-là, le flux touristique sera peut-être plus tout à fait le même. Et pour cela, on a besoin de personnel qui soit sur le terrain pour assurer cela. Mais c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire, si vraiment on arrive à assurer davantage de sécurité et de propreté dans les endroits touristiques, on aura sans doute davantage de fréquentation touristique, donc des revenus supplémentaires qui peuvent permettre justement de pouvoir assurer ces embauches nouvelles dans le secteur de l'environnement. Dans ce cas, quelle formation ou prévention pourrons-nous mettre en place? Quelle formation? Alors ça dépend évidemment des niveaux de qualification. Je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir par exemple des chargés de mission environnement dans une collectivité. Bon, ça, il n'y en aura pas 25 par collectivité. Il y en aura 1, peut-être 2. C'est des niveaux de formation qui sont le plus souvent à Bac+5. Mais on a des jeunes Mahorais depuis quelques années maintenant qui ont ce type de formation et qui pourraient être disponibles pour pouvoir assumer ces postes. Mais on a toute l'échelle de moindre qualification, ne serait-ce que des gardes pour assurer de la surveillance, des policiers de la nature qui ont éventuellement des spécialisations à passer pour pouvoir avoir le droit de verbaliser ou d'arrêter des délinquants. Il y a différents niveaux de qualification et nous, vous voyez par exemple dans l'association des naturalistes où on va assez fréquemment sur la plage de Cézillet pour aller observer la ponte des tortues et puis
assurer en même temps par notre présence une certaine dissuasion pour les braconniers, eh bien, on a plusieurs jeunes Mahorais dans notre équipe qui sont des membres de notre personnel et qui viennent pour assurer le fonctionnement de ces bivouacs, et assurer la logistique en particulier. Et je peux vous dire d'ailleurs que tous sont tout à fait contents de ce type de travail qui leur est proposé. Bon, et franchement d'ailleurs, ils auraient tort de dire le contraire, parce que c'est quand même très agréable de pouvoir être à la fois dans la nature, dans un site qui est très privilégié, et puis pouvoir également observer comme ça les tortues. Donc vraiment, il y a encore de la place pour pouvoir développer et créer des emplois dans ce domaine. Récemment, par exemple, je voyais que le CFPPA du lycée agricole vient de former, je crois que leur formation est en train de se terminer. Ils ont formé en gros une quinzaine de guides pays, ce qu'ils appellent des guides pays, dont qui sont chargés d'organiser des randonnées, mais qui sont surtout formés pour mieux connaître leur territoire, mieux connaître la nature et mieux être à même de pouvoir expliquer ce que l'on peut rencontrer dans la nature et ce qui est intéressant. Tout à l'heure, vous nous avez échangé en disant que le kilo de viande de tortue s'achète au prix de 30 € le kilo. Ça peut aller, parce que bon, il y a pas un marché officiel, vous en doutez bien, oui. Mais ça peut aller, d'après ce qu'on apprend ici ou là, jusqu'à 30 € le kilo. Ouais. D'accord. Est-ce que cela laisse entendre que c'est une catégorie de la population qui mange cette viande? Acheter 1 kilo à 30 €, c'est pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir s'acheter 1 kilo à 30 €. Je prends par exemple les gens, quand ils vont acheter par exemple de la viande dans n'importe quelle zone de distribution, même quand la viande est à 15 € le kilo, les gens trouvent ça excessivement cher. Là, vous nous dites 1 kilo de poids, 1 kilo de viande de tortue, ça peut aller jusqu'à 30 €. Cela explique que c'est des gens qui ont les moyens. Oui, je vous le fais pas dire. Si les braconniers sont sans doute pas des gens qui sont dans une catégorie sociale élevée, chez les consommateurs, je crains qu'une partie des consommateurs soient quand même des gens qui, disons, sont sans être des gens haut placés, mais sont quand même pas les plus malheureux de la population mahoraise, on va dire. Alors pourquoi cela? Parce que on disait tout à l'heure, on invoque la tradition. Quelquefois, la viande de tortue est considérée, me dit-on, quelquefois comme un mets de luxe dans certaines circonstances de fête. Bon, il vaut mieux prendre du magret de canard. Ça sera moins pire. Ça coûte largement moins cher. Et puis peut-être moins cher, oui, je ne sais pas combien ça vaut, mais... Donc, changeons nos habitudes. Quand je dis nos habitudes, je ne me sens pas concerné. Mais il faut que les gens changent leurs habitudes. Et même si jusqu'à présent, ils continuaient à manger de la viande de tortue en se disant, bon, après tout, nos parents, nos grands-parents l'ont toujours fait, faut arrêter. Il faut arrêter parce que ça va, je le dis de manière un petit peu schématique, mais ça va à contre-courant de la recherche d'un développement touristique. Plus on favorise le braconnage en achetant de la viande de tortue, et moins on a de chances d'avoir des touristes qui viennent visiter l'île. Donc ça, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas à la fois laisser
tuer les tortues de Mayotte et puis espérer que les gens viendront pour voir les tortues. Hein. On ne peut pas faire une chose et son contraire. Hein. Donc je le dis un peu brutalement, mais sans aucune agressivité à l'égard des consommateurs, mais il faut changer les habitudes. Hein. Effectivement, pour 30 € de kilo, on peut même manger du saumon qui vient de Norvège ou je sais pas quoi encore, parce que on trouvera quand même de la bonne nourriture moins chère que ça. Merci beaucoup. Face à cette problématique, vous avez l'association Chichipart qui a décidé d'alerter les responsabilités politiques et de sensibiliser l'opinion publique. De quelle manière ? J'ai mal compris, excusez-moi. De quelle manière l'association Chichipart a décidé d'alerter les responsabilités politiques, mais aussi d'alerter l'opinion publique ? Oui, Chichipart est une grosse ONG internationale, qui a ses méthodes qui sont un peu carrées, on va dire. Hein. On voit bien qu'ils ne sont pas là en permanence. Et ils avaient provoqué un coup de sensibilisation important en publiant des photos de tortues braconnées qui montraient la cruauté de l'opération. C'est une manière, effectivement, de mobiliser l'opinion publique, d'alerter de cette façon. C'est pas forcément la seule et unique manière, et pour notre part, on pense qu'il faut, entre autres, travailler sur la sensibilisation, sur la surveillance, sur toutes ces questions, et que c'est pas forcément uniquement par le coup de poing sur la table qu'on pourra arriver à arrêter le phénomène. Mais je ne suis pas en contradiction non plus avec les objectifs de Sea Shepherd. On a les mêmes. Hein. On ne veut pas que les tortues soient braconnées. Mais chacun a ses méthodes, disons. Merci. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu des objectifs des naturalistes environnement et patrimoine de Mayotte. Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme ? Ouais. Ce programme. Déjà, comme vous venez de le rappeler, on est une association environnement et patrimoine. Depuis sa création, l'association était attachée à ces deux aspects. Mais comme on vient de le dire à propos des tortues, qui sont totalement une espèce particulière de la nature et donc de son environnement, c'est aussi son patrimoine à Mayotte. Le patrimoine, c'est pas uniquement la mosquée de Tsingoni ou la mosquée de Polé ou les anciennes usines sucrières. C'est aussi les richesses naturelles de l'île. Donc c'est pour ça que le mélange entre environnement et patrimoine non seulement ne nous dérange pas, mais on constate souvent que ça se conjugue au contraire. Alors nos objectifs, dans le domaine de l'environnement, c'est surtout qu'on puisse arriver à faire en sorte que les questions environnementales et notamment ce qu'on appelle de manière un petit peu pompeuse la transition écologique, c'est de faire en sorte que ça soit pris en compte dans les politiques publiques et que ce soit pris en compte et approprié par la population. Ça veut dire par exemple que la transition écologique, ça veut dire entre autres qu'il faut qu'on arrive à diminuer très fortement la proportion des énergies fossiles que l'on utilise. Or, les énergies fossiles, vous savez, je crois qu'on avait prévu pour
je pense que c'est 2030, ça devait être 50% de l'énergie consommée devait être des énergies renouvelables. On n'y arrivera jamais. Tout le monde laisse passer cet objectif, mais on n'y arrivera jamais. Vous savez à combien on est actuellement ? 96% de toute l'énergie qui est consommée à Mayotte, c'est des hydrocarbures, c'est-à-dire de l'énergie fossile. Les 4% qui restent, c'est le photovoltaïque. Et on va me dire, bah oui, mais il n'y a pas grand-chose d'autre, le vent ne souffle pas suffisamment toute l'année pour que ça puisse entraîner des éoliennes. On n'a pas de bois pour faire des centrales thermiques. Bon, de toute façon, ça serait peut-être pas forcément la bonne solution, etc. Mais on a l'impression que rien ne bouge. Hein. L'énergie thermique des mers est très certainement une solution d'avenir. Tout à fait. C'est un domaine dans lequel Mayotte pourrait se positionner. Alors certes, on n'en est encore qu'au domaine de la recherche. Mais justement, participons à la recherche. N'attendons pas que les autres aient vraiment tout expérimenté pour se dire, dans 30 ans, hein, on va pouvoir s'y mettre nous aussi. Mais qu'est-ce qui nous empêche de participer à cette recherche au jour d'aujourd'hui ? Faut faire des investissements importants. Hein, ça, c'est sûr. Hein, la recherche, ça coûte toujours très cher. Mais là, on est certain d'avoir une richesse d'avenir, hein, notamment par l'énergie thermique des mers. Peut-être même aussi par les hydroliennes, c'est-à-dire les courants marins, notamment dans certaines passes, qui pourraient être passer dans des alternateurs, et dans les turbines et des alternateurs, et pourraient produire de l'électricité. Mais on se contente généralement de faire la liste des potentialités, et il n'y en a aucune qui est vraiment expérimentée, vous voyez. Or, moi, ce que j'attendrais dans ce domaine, c'est qu'il y ait quand même au moins une piste vers laquelle on cherche à s'orienter. Pour l'instant, en dehors du solaire, alors le solaire, ça marche, mais en même temps, le solaire a ses limites, hein, parce que quand il y a des nuages comme en ce moment, ça ne produit pas d'électricité. Tout à fait. Donc il faut quand même maintenir en même temps des centrales thermiques à côté. Hein. Alors que l'énergie thermique des mers, ça a le même avantage que le nucléaire sans en avoir les inconvénients, c'est-à-dire ça produira de l'électricité 24 heures sur 24, quelles que soient les conditions météo. Hein. Mais il faut se lancer dans la recherche et puis être vraiment déterminé à être une sorte de pilote de fer de lance dans ce domaine. Bon, là je parlais de l'énergie, des problèmes d'énergie, de transition énergétique. Dans la transition énergétique, il y a aussi le fait qu'il faudrait quand même qu'on se décide à réduire notre consommation énergétique, sans forcément réduire notre niveau de vie. Mais quand on a des climatisations à 16 degrés, par exemple, en ce moment, dans certaines pièces, dans certains bureaux ou appartements, c'est bien trop bas et généralement, d'ailleurs, ça a pour principal effet d'augmenter le nombre de rhumes et de bronchites, etc. Donc là aussi, il devrait y avoir une meilleure prise en compte. D'ailleurs, une campagne de communication. Une campagne de communication qui permet en même temps d'économiser de l'énergie et de l'argent pour le particulier. Parce que, évidemment, plus on met de la clim et plus ça coûte cher. Mais aussi dans le domaine des matériaux, des constructions d'habitations. Bon, maintenant, depuis pas mal d'années, on est dans le tout parpaing. Bon, c'est vrai que ça résiste plus longtemps que la brique de terre, ça résiste beaucoup plus longtemps que les anciens bangas construits en terre et végétale.
Le problème, c'est que les constructions à base de terre, même les constructions en briques de terre compressées de la cime dans les années 80-90, ça avait une efficacité thermique beaucoup plus forte que le parpaing. Vous savez, de manière schématique, le parpaing, il accumule la chaleur toute la journée et il la restitue la nuit. Hein. Donc on a toujours chaud dans ce type d'habitation. Hein. Alors que dans des habitations ventilées construites en briques de terre, la température intérieure est beaucoup plus fraîche. Enfin, quand je dis beaucoup plus, de quelques degrés seulement, mais c'est déjà important. Et on devrait encourager ce type de construction. Et il y a une association comme Arter qui s'est bien battue ces dernières années pour arriver à faire labelliser la brique de terre compressée de Mayotte. Et maintenant, elle a reçu le label officiel, c'est-à-dire c'est reconnu en fait par les assurances. Et j'espère que ça va pouvoir permettre de relancer la construction avec ce type de matériaux qui est beaucoup moins gourmand en énergie, c'est-à-dire en fait en climatisation. Hein. Et donc, ça pourrait être aussi une amélioration pour Mayotte. Merci beaucoup. Je vous rappelle que ce soir, nous recevons dans notre émission Parano le président de l'association Les Naturalistes Environnement et Patrimoine de Mayotte, Monsieur Michel Charpentier, sur le thème le braconnage des tortues à Mayotte. Merci à vous, vous qui venez de prendre l'antenne à l'instant. Je vous encourage à nous contacter au 02 69 60 01 01 ou par SMS au 06 39 69 67 67. Monsieur Charpentier, quelles sont les différentes actions que vous menez et de quelle manière vous menez ces actions? Eh bien, on a effectivement pas mal d'actions, notamment dans le domaine de la sensibilisation et de l'éducation à l'environnement. Hein. On a tout un secteur qui est assuré par des animateurs salariés de l'association pour assurer de l'éducation à l'environnement et au patrimoine d'ailleurs. Hein. Eh bien, ce qu'on fait par exemple comme action, je parlais du patrimoine à l'instant, depuis plus de 11 ans ou 12 ans maintenant, on a organisé et on organise chaque année des rallyes du patrimoine, on appelle ça des rallyes du patrimoine, pour des élèves des écoles, des collèges et des lycées, pour faire découvrir aux élèves de Mayotte une tranche de l'histoire de leur pays, mais en la découvrant non pas en classe et au tableau, mais en la découvrant sur le terrain. Hein. Et bon, on peut dire que ça marche pas mal, puisqu'on en est à la 11e ou 12e année cette année, grâce d'ailleurs à l'appui de la direction des affaires culturelles et du vice-rectorat. On a également des actions importantes de sensibilisation à l'environnement. Cette année, on est en train de finir de mettre sur pied un très gros projet qui vise à réduire la production de déchets et puis en même temps découvrir, pour les jeunes élèves, découvrir les mangroves dans lesquelles malheureusement finissent pas mal de déchets. Ce projet qu'on a appelé avec mon école, je protège ma mangrove, c'est un projet qui va toucher en l'espace d'une bonne année plus de 9000 élèves. Hein, c'est quand même considérable. Et on espère que ça pourra avoir un effet de levier avec un tel chiffre sur l'ensemble des comportements de la population. On a d'autres projets aussi, toujours dans le domaine de l'éducation à l'environnement, avec l'aide d'EDM par exemple, Électricité de Mayotte. On mène depuis plusieurs années
dans les établissements secondaires des collèges, une opération de sensibilisation aux économies d'énergie. En gros, ce que je viens de développer tout à l'heure, l'intervention est relativement rapide parce que c'est en gros 1 heure par classe, mais ça permet quand même chaque année de pouvoir sensibiliser plusieurs centaines, en tout plus d'1 millier de jeunes chaque année sur la nécessité d'économiser les énergies. Par exemple, qu'il est parfois plus facile et plus simple d'installer un brasseur d'air au plafond plutôt que de mettre une climatisation ou d'installer un chauffe-eau électrique sur le toit, un chauffe-eau solaire sur le toit, plutôt qu'un chauffe-eau électrique dans la maison. Voilà, différentes opérations pour essayer de faire comprendre à l'ensemble de la population, en commençant par les jeunes, qu'il faut mieux gérer sa consommation énergétique et la modérer. Et puis, il y a beaucoup d'autres activités, toujours dans ce domaine, lorsque des écoles ou des classes de collège ou de lycée nous demandent une intervention particulière sur les déchets, ou nous demandent à visiter une mangrove ou à faire une sortie en forêt. Moi, je suis vraiment surpris. Ça fait, je vous disais, près de 15 ans que je suis là. Je suis vraiment très surpris du fait que les élèves, les jeunes en général, connaissent peu leur île. Et dès lors qu'on leur donne le moyen, en les entraînant dans le cadre scolaire ou extrascolaire, dès lors qu'on leur donne le moyen de pouvoir découvrir d'autres aspects de leur île, ils sont généralement beaucoup plus ouverts, attentifs et curieux. Et cela, il faudrait continuer à le développer. Mais qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique que ces jeunes ont une méconnaissance de leur île? Eh bien, écoutez, c'est quelque chose que je constate vraiment régulièrement. Comme me disait il y a très longtemps une élève de Bouéni, elle me disait: monsieur, moi je connais très bien mon village et je connais très bien aussi la route qui va de mon village au lycée de Sada, parce que je suis au lycée de Sada. Mais en dehors de ça, je connais pas grand-chose. Et bon, c'est un peu caricatural, mais je vous assure que c'est encore assez souvent le cas de pas mal de jeunes. Je vous parlais tout à l'heure de Sozilé et de jeunes Mahorais qu'on embauche pour venir travailler avec nous à Sozilé. Et bien surtout ceux qu'on a embauchés jusqu'à maintenant, je n'en ai trouvé qu'un seul sur 5 ou 6, qu'un seul qui était déjà venu à Sozilé. Les autres, ils venaient pour la première fois avec nous, vous voyez. Et eux, ils sont là depuis plus de 14 ans quand même. Merci donc, c'est pas une critique, c'est un constat. Tout à fait. Pour quelles raisons est-ce que les jeunes ne connaissent pas suffisamment leur île? Peut-être qu'on n'a pas suffisamment développé leur curiosité. Peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens de pouvoir se déplacer. Voilà. Peut-être que les parents ne les accompagnent pas dans la démarche. Et puis peut-être que les parents ne les accompagnent pas non plus dans cette démarche, c'est vrai. Merci. Je vous propose de prendre un auditeur au téléphone. Et puis nous reviendrons dans quelques instants. Pourquoi pas écouter sa question. Bonsoir et bienvenue sur les ondes de la première. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Donc Ali, j'appelle depuis Bouéni. Donc j'avais 3 questions à poser à monsieur. Donc déjà, je vais commencer par féliciter sur les actions qu'il mène par rapport à l'environnement en général à Mayotte. Donc, mais quand est-ce que ils vont organiser des assises sur l'impact de l'environnement, l'économie de Mayotte sur l'environnement, ou l'environnement de Mayotte sur l'économie? Je m'explique. On sait que là, dernièrement, il y avait un jeune
qui voulait créer des activités nautiques en petite air. Il y a eu toute une histoire pour l'empêcher d'ouvrir son activité. Donc, comment aujourd'hui, et tout à l'heure, et tout de suite, monsieur avait bien dit que les Maoris c'est pas tous les jeunes Maoris qui font des activités liées nautiques et liées justement à l'environnement de Mayotte. Comment aujourd'hui on peut dire des choses comme ça alors que ceux qui essayent de s'intéresser sont bloqués. Et la deuxième chose, comment ça se fait que, par exemple, à La Réunion, les naturalistes de La Réunion n'ont pas pu empêcher la construction de la route littorale qui est vraiment dans l'océan. Donc ici à Mayotte, la piste longue est empêchée justement par les naturalistes parce que pour eux, l'environnement, ça va créer ça va cacher l'environnement. Et comment ça se fait que derrière, l'État, via l'AFD, va aider une île Rodrigue, je crois, pour la construction du même genre de piste qui va aller dans le lagon et que ici les naturalistes ne disent rien. Tout simplement parce que c'est une île qui n'est pas française et donc les naturalistes ne disent rien alors que derrière il y a des organisations comme Greenpeace qui sont toujours contre tout type d'activités ou de choses qui sont faites sur l'environnement, quoi. Voilà, c'est ça mes questions. Merci beaucoup, Monsieur Ali, pour vos 3 questions. Je vous invite à rallumer votre radio et à suivre le reste de notre émission. Monsieur Michel Charpentier, qu'est-ce qu'on peut répondre à cet auditeur qui vient de nous appeler à l'instant? Il y a 2 questions. Il y a les activités nautiques, dont une en particulier qui a été évoquée en petite terre, et d'autre part la question de la piste longue. Alors sur la première question, ce monsieur nous explique que c'est le développement d'une activité qui permet de découvrir l'environnement, etc. Bon, il faut quand même préciser que c'est une activité de type jet ski, c'est-à-dire le scooter des mers, y compris peut-être avec des dérivés du jet ski qui sont encore plus spectaculaires, si je peux dire, des bouées tirées, etc. Qu'il y ait une volonté de faire découvrir le lagon, je veux bien, mais je ne pense pas que ce soit forcément la méthode la plus douce pour découvrir le lagon. Vous savez, les animaux marins qui peuvent se déplacer, quand il y a un scooter des mers qui passe au-dessus d'eux, ils s'en vont le plus loin possible. Je pense qu'il faudrait réfléchir à qu'est-ce qu'on veut obtenir comme objectif avec cette phrase de « je veux leur faire découvrir le lagon ». Il y a une méthode qui est développée par le parc marin en particulier, qui consiste à... le parc, par exemple, chaque année finance des découvertes du milieu marin pour les jeunes Mahorais en les emmenant dans des bateaux à fond de verre pour découvrir ce que la plupart d'entre eux n'ont jamais vu parce qu'ils n'avaient pas eu la possibilité de mettre la tête sous l'eau, c'est-à-dire la richesse des coraux. Bon, c'est pas avec un scooter des mers que vous allez apprendre la richesse des coraux. Ça passe au contraire dessus à toute vitesse et voilà. Le parc marin a également essayé de développer une fois par an au moins une activité qui est la découverte en pirogue traditionnelle. Bon, ce qui a en plus l'avantage de maintenir un certain savoir-faire de la part des tailleurs de pirogues. Ça veut dire que le lagon de Mayotte n'est pas d'une étendue telle qu'il faut absolument un moteur pour faire la moindre activité. La découverte douce, si je peux dire, avec des moyens de communication beaucoup plus doux comme
des pirogues, des kayaks. Et demain, il pourrait même y avoir éventuellement des pirogues en résine, comme on en fait dans d'autres pays tels que la Polynésie, pour découvrir la richesse de la mer sans pour autant perturber les animaux marins. Parce que c'est quand même ça le fond du problème. Les animaux marins et puis même les personnes, parce que bon, chacun sait que les jet skis, c'est quand même bruyant. Après, on peut ne pas être d'accord, mais là aussi, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut mettre en valeur la richesse du patrimoine naturel de Mayotte, il faut essayer d'aborder ce patrimoine naturel de manière non agressive, c'est-à-dire découverte douce, avec des systèmes de transport qui soient le moins bruyants et polluants possible. En plus, si vous voulez, les moteurs de jet ski, ils ne fonctionnent pas au solaire, ça fonctionne aux hydrocarbures. Donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que si on veut quand même assurer la transition énergétique, il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui le fassent. Il faut que ce soit aussi nous qui le fassions. Monsieur Charpentier, pour rejoindre à peu près vos dires, la valse des barges n'est pas est-ce qu'on peut considérer que la valse des barges rentre à peu près dans la même catégorie que les jet skis? Ah non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. D'abord, un jet ski, il y a une personne par jet ski, 2 au maximum. Dans la barge, il y en a 300-400 d'un coup. Donc, ça limite quand même. Bon, de toute façon, le transport par barge, c'est une nécessité. Je veux dire, il y a des gens de petite terre, il y a des gens en grande terre, il y a besoin d'avoir des échanges. Par contre, quand on veut faire un tour le dimanche matin sur le lagon, on n'est pas absolument obligé de prendre un bateau à moteur ou une embarcation à moteur. C'est mon point de vue. Maintenant, les barges, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais moi j'ai toujours été surpris de constater que dans d'autres pays du monde, on arrive à faire des transports solaires et que à Mayotte, où on a du soleil quasiment toute l'année, on n'est pas réussi à essayer de trouver une solution qui permettrait de pouvoir avoir de l'énergie solaire pour pouvoir faire naviguer nos barges. Mais ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la transition énergétique. On manque complètement d'ambition à Mayotte dans ce domaine-là. Maintenant, sur l'autre aspect, l'aspect de la piste longue. C'est vrai qu'en 2010-2011, on a expliqué que les arguments qui étaient avancés en faveur de la piste longue étaient des arguments racoleurs, mais pas convaincants. C'est-à-dire du genre, la piste longue, c'est ce qui va permettre le développement de Mayotte. Ce à quoi je répondais, moi, mais écoutez, à Moroni, il y a une piste de 2600 mètres depuis 40 ans. Si ça devait automatiquement provoquer le développement, on en saurait quelque chose. Il n'y a pas d'automaticité entre développement et construction d'une piste longue. Encore faut-il avoir quelque chose à présenter. Et on nous disait aussi, avec la piste longue, les billets vont être moins chers. Alors ça, je suis prêt à prendre le pari auprès de n'importe qui, que les billets ne seront pas moins chers. Le gestionnaire de l'aéroport, il ne va pas diminuer ses tarifs alors qu'il va au contraire avoir des charges supplémentaires. Mais dans tous les cas, on ne paierait pas un 600 € pour aller jusqu'à La Réunion, voire 800 €. Alors, ça c'est un autre problème aussi, c'est-à-dire c'est la question ici non plus de la piste longue, mais la question du prix du kérosène. Le prix du kérosène à Mayotte est, paraît-il, je n'ai pas été vérifier les factures, mais il est, paraît-il, de 40% plus cher qu'à La Réunion. Et même aujourd'hui, où on a des vols directs un certain nombre de fois par semaine, de Paris à Mayotte et réciproquement, eh bien souvent les avions s'arrêtent à Nairobi, non pas pour prendre des passagers, mais pour prendre du carburant. Et c'est pas pour autant que le billet est moins cher.
Et c'est pas pour autant que le billet est moins cher. Et on perd 1 heure à chaque fois, en plus. Hein. Alors que l'avion a tout à fait la capacité, aurait tout à fait la capacité de pouvoir partir de Mayotte et d'aller à Paris directement sans escale. Sauf qu'il aurait une consommation une facture de kérosène qui serait plus chère qu'en s'arrêtant à Nairobi. Donc il y a un problème à voir du côté de l'approvisionnement en kérosène pour qu'on ne soit pas défavorisé au point d'avoir à payer le kérosène 40% plus cher que chez nos voisins. Je vous propose de prendre un autre auditeur au 60 01 01 et pourquoi pas écouter une autre question. Rebonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Moi, j'appelle parce que j'ai l'impression que monsieur essaie de noyer le poisson. Quand vous dites, monsieur, qu'il faut penser à un modèle de pratique au niveau des activités, vous savez, il n'y a pas qu'à Mayotte qu'il y a un lagon. Vous êtes bien d'accord avec moi qu'à Maurice, il y a un lagon. Aux Seychelles, il y a un lagon. N'empêche qu'aux Seychelles, il y a des activités qui sont faites aussi au niveau de comment dire, il y a des jet skis et tout, ces trucs-là. Mais aujourd'hui, c'est ce que vous essayez de faire en sorte que les gens comprennent qu'à Mayotte, le lagon est sacré. Et pourtant, on peut bien vivre avec le lagon. On peut aussi avoir des activités qui permettront aussi que les touristes qui viennent à Mayotte puissent voir autre chose que aller faire des plongées. Donc, messieurs, franchement, j'ai l'impression que vous faites partie de ces gens qui vivent dans un monde où Mayotte doit être enfermé parce que Mayotte est un sanctuaire. Et ça, c'est vraiment dangereux pour Mayotte. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ali. Je vous propose encore, monsieur Michel Charpentier, de prendre un autre auditeur, manière de pouvoir multiplier les questions. Bonsoir et bienvenue. Djemazangu Soukalibissa aux Radio, s'il vous plaît. Je vous écoute. Non. Oui, je vous écoute, monsieur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thibaut. Wami nisira maore na wantu piwar vulishavani. Amba sula gwa tistilongo na bezahali. Sula gwa ta ne wanya waka Turkia. Ça fait wami. Djemazangu babo ujobwa sujet ngina yote des sujets riad soban. Naam. Il est qu'à tout mon embrayage toi comme bois balé on balé imkini lile wakia donc de manata wa bas pas bon sous karibisa mjemazangu pati radio volike capta ta choche. Allez, je vous propose de prendre un autre auditeur, celui-ci il était un peu hors sujet. Monsieur Saïd Islam sous karibisa. Allô. Salut, ça va? Ça va très bien. Je vous écoute. Bon, ouais, salut, je salue tout le monde. Bon, j'écoutais le monsieur, bon, bien entendu. C'est vrai que nous avons une île magnifique, c'est vrai. Bon, elle était magnifique, super. On est passé, je rappelle, tout simplement de l'île au parfum au l'île au lagon, et on est passé de l'île au lagon à l'île au clandestin, et on est passé de l'île au clandestin à l'île de voleurs, et puis maintenant on est passé à l'île de poubelle. C'est magique. Bon, ce que je voulais dire aux messieurs, c'est très bien de méditer pour la préservation de notre lagon, notre environnement. Je pense que c'est une très bonne chose, il faudra faire ça. Mais il faudra un moment aussi qu'il nous explique comment concilier la préservation de la nature, notre environnement, avec le développement de ce pays. Il faut bien que les gens de ce pays profitent aussi du bienfait de ce pays pour s'enrichir, pour bien vivre. Hein? Et cela, je ne l'entends pas du tout venant des associations qui militent pour la préservation de l'environnement et de notre nature. J'aimerais bien qu'à un moment donné, quand ils viennent là, qu'ils aient une vraie politique et des vraies actions qui nous expliquent comment concilier à la fois le développement économique de ce pays et la préservation du pays. Chose que, des fois, ils se dégagent tout simplement ça, ils renvoient la balle à d'autres. Je sais que parfois une action politique manque, mais chacun doit faire son job. Et j'ai l'impression que souvent quand j'entends les gens parler de naturalistes, c'est que les naturalistes sont là pour bloquer tout développement de ce pays, ce qui est un peu dommage. Comme la piste, il va falloir que monsieur explique comment alors faire pour que, parce que là c'est pas tout simplement une question de préservation de la nature ou du lagon,
il y a quand même mise en danger d'autrui. Les Mahorais risquent leur vie tous les jours. D'accord, il va falloir qu'à un moment donné, on se positionne. Ma question maintenant, parce qu'on parle d'environnement et de préservation de la nature... Mais surtout pour le braconnage des tortues. Comment ? Surtout pour le braconnage des tortues. Oui, les braconnages, mais les tortues, il va falloir leur trouver une vraie armée de soldats pour protéger les tortues. Pour l'instant, c'est pas cela. Bon, il y a des petites actions par-ci, par-là. Je salue quand même l'action des... Allô ? Oui, nous vous avons perdu, monsieur Saïd Islam. Ouais, nous avons perdu notre auditeur. Monsieur Michel Charpentier, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces deux auditeurs ? Oui, alors, bon, il y a eu plusieurs questions. J'espère ne pas oublier certains aspects. Le monsieur qui vient d'intervenir disait faut pas simplement préserver l'environnement, faut aussi permettre aux Mahorais de s'enrichir. On est bien d'accord, mais à condition qu'ils s'enrichissent pas non plus sur le braconnage de la viande de tortue et sur en fait la disparition d'un des aspects phares de Mayotte, d'une des espèces phares de Mayotte. Donc il faut, comme je le disais tout à l'heure, trouver un équilibre entre la protection de l'environnement et le développement de l'île. Je vais prendre un exemple pour montrer à ce monsieur qu'il a tort de croire qu'on veut mettre l'île sous cloche et en faire un sanctuaire où il n'y aurait pas de développement. Il y a quelques années, quand il y a eu le projet d'électricité de Mayotte de créer la première ligne à haute tension à Mayotte de Longoni jusqu'à Kawini, eh bien, l'association des naturalistes était chargée d'assurer le suivi environnemental de la construction de la ligne à haute tension, c'est-à-dire de veiller, grosso modo, à ce que la construction de cette ligne épargne au maximum l'environnement. Bon, il est clair que nous, comme tous les Mahorais, à ce moment-là, on était persuadés que la construction d'une ligne à haute tension était nécessaire si on ne voulait pas avoir dans l'avenir des coupures de courant fréquentes parce qu'il n'y avait pas assez de courant qui arrivait jusque dans la région de Mamoudzou. Donc elle était nécessaire, mais on a cherché à faire en sorte que ça ne se fasse pas dans n'importe quelle condition. Et notamment, on a, pour éviter que le terrain soit, comme c'est souvent le cas en métropole, sillonné par des gros engins de chantier sur des kilomètres, on avait beaucoup insisté pour que tout l'approvisionnement en matériel, tous les pylônes, etc., puisse être livré par hélicoptère pour limiter au maximum l'intervention des gros engins de chantier sur les espaces naturels et agricoles. Hein. C'est ce qui a été fait, non sans quelques réticences au début d'EDN, et à l'arrivée, à la fin du chantier, l'EDN se félicitait aussi de l'opération construction de la ligne par hélicoptère, si je peux dire de manière un petit peu rapide, parce que, y compris en termes économiques, ça n'avait pas été plus lourd que s'il avait fallu faire des travaux terrestres. Hein. Donc la preuve qu'on est capable tout à fait de comprendre que le développement est nécessaire et qu'il faut aller dans ce sens-là, mais en prenant le maximum de précautions pour limiter le plus possible l'impact sur la nature et l'environnement. C'est pour ça aussi, pour reprendre encore le cas de la piste longue qui n'a pas été réévoqué, mais j'en reparle. Je vous propose juste de reprendre notre auditeur que nous avons perdu tout à l'heure, de manière à ce qu'il termine sa question, et nous terminerons l'émission sur cette partie-là. Monsieur Islam, rebonsoir. Oui, je reviendrai. C'est bien que monsieur nous rappelle la construction de la ligne haute tension, et il oublie juste de dire le coût ça a coûté aux contribuables français. Mais c'est très bien, c'est pour le développement et bien desservir les Mahorais en électricité. La seule chose, je voulais lui poser la question par l'essentiel, parce qu'on parle de tortue, c'est bien de préserver la tortue et d'autres. On voit pas les dauphins, on voit pas les baleines. Moi, je me rappelle mon enfance, on les voyait traverser le matin
du sud vers le nord, en face du Lambousie, et même on les voit plus. C'est pas bien grave, on a perdu tout cela. Mais je l'entends pas. Hein. Regardez aujourd'hui sur la façade de Mamoudzou, on va mettre du béton, un grand hôtel. Où sont les associations environnementales? Moi, j'aurais préféré qu'on préserve cette verdure en façade de Mamoudzou, de mettre du béton. D'accord? Je les entends pas. Mais j'interpelle ce monsieur. Où est-ce qu'ils sont avec l'anarchie des Bangas maintenant qui arrivent à Majimbini, où on a tout arraché, la forêt de Majimbini et de Kaweni? Qu'est-ce qu'ils nous proposent pour que cela ne continue plus comme ça? C'est ça ma question. Et partout, hein, allez-y sur les hauts de Tsunzu, où la terre rouge débarque jusqu'à la route et jusqu'à dans la mangrove. Ils nous proposent quoi pour préserver la nature? Parce que là aussi, dans la mangrove, il y a des poissons, il y a des crabes qui sont en train de disparaître. Qu'est-ce qu'ils font pour empêcher ces Bangas qui montent un peu partout et qui dénaturent tout? On coupe le bois, on coupe les herbes vertes qui protégeaient toute cette terre-là. Quelles sont les actions de ces associations aujourd'hui pour demander l'État d'arrêter tout ça? Monsieur, voilà, vous êtes vraiment très mal renseigné sur les activités de notre association. Ah non, j'attends que vous me renseignez. Moi, je me renseigne. Oui, je veux savoir, vous, quelles sont vos actions, parce que je ne vous vois pas. Oui, mais justement, c'est pour ça que je me permets de le dire. Que ce soit sur la déforestation, que ce soit sur les brûlis qui accélèrent... non, vous me parlez de brûlis pour les gens qui cultivent. Ici, la culture a été toujours faite comme ça. Maintenant, on a changé la modernité. Je parle de Banga qui détruit la forêt mahoraise. Qu'est-ce que vous proposez pour que cela s'arrête? Est-ce que vous avez des tuyaux pour aller jusqu'au ministère de l'Environnement? Je peux vous donner un exemple. Monsieur Sadislam, on va laisser Monsieur Charpentier vous répondre. Allez-y, répondez-moi, soyez sincère. Bien sûr que je suis sincère, et puis c'est pas la peine de vous énerver. Quand on veut débattre, on essaie d'être responsable et puis de pas chercher absolument à faire monter la température comme vous le faites. D'abord, on pourrait vous retourner la question. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour protéger la nature dont vous pensez qu'il faut qu'elle soit quand même aussi protégée? Qu'est-ce que vous faites contre les Bangas qui se développent, contre la déforestation, etc. Moi, je vous ai pas vu quand nous, on était sur le terrain à essayer de protester pour ou de ramasser les poubelles dans des endroits pour essayer d'éviter qu'il y ait trop de développement de maladies vectorielles, etc. Alors, vous êtes vraiment très mal renseigné sur l'activité des associations et je vous invite, venez nous voir. On vous expliquera ce qu'on fait. J'ai plus le temps de pouvoir développer tout ça devant vous, que ce soit sur la construction, sur la déforestation. Dieu sait pourtant qu'on en fait dans ce domaine-là, que ça n'aboutisse pas au final. Malheureusement, je suis le premier à le regretter. Les tortues, ça fait pas si longtemps qu'il y a vraiment de la réaction au niveau de la justice et des services de l'État, parce que ça a souvent été l'impunité pour les braconniers. Il y a de l'action qui est menée par notre association comme par d'autres pour essayer de limiter les impacts sur l'environnement, mais on n'arrive pas forcément à tout arrêter. Et pourquoi donc tout à l'heure m'expliquait que les gens du type des naturalistes à La Réunion n'avaient pas réussi à empêcher la construction de la route. On n'arrive pas à tout empêcher. L'objectif, c'est d'ailleurs pas de tout empêcher, mais c'est d'essayer de limiter les impacts les plus graves sur l'environnement. Et encore une fois, ne cherchez pas à fausser le débat en laissant entendre que c'est soit le développement, soit l'environnement. Je dis qu'il y a possibilité d'arriver à conjuguer l'un et l'autre à la condition de le faire dans la concertation, de manière intelligente, en essayant de faire en sorte qu'on puisse développer l'île sans pour autant tuer ce qui est sa principale richesse, c'est-à-dire sa nature. Merci beaucoup, Monsieur Michel Charpentier. Nous arrivons presque à la fin de notre émission, 21h42. Nous allons terminer par cette question. Quelles sont les priorités et les projets que vous souhaitez développer dans les années à venir?
l'espoir principal que je porte personnellement, moi qui suis tout jeune, c'est d'arriver à pouvoir sensibiliser la jeune génération aux enjeux de la protection de la nature, dans l'esprit que je viens de dire, c'est-à-dire faire en sorte que on ne tue pas notre principale richesse. Hein. Ça me paraît être l'enjeu capital, parce que si on n'arrive pas à